José Moselli, la tournée de conférences. L'affaire Mülheim, tel était le nom que John Robbins donnait à sa dernière opération, avait trop bien réussi pour qu'il ne tentât point d'extraire d'autres pépites du même filon. Depuis qu'ils avaient si sauvagement déchaîné la guerre en Europe, les Allemands, pour essayer de justifier leurs atrocités auprès des citoyens des États-Unis, y avaient envoyé de nombreux diplomates, lesquels, par tous les moyens, conférences, journaux, affiches, films de cinéma, s'efforçaient de convaincre les Américains que la cause allemande était seule juste, noble, humaine, généreuse, équitable, sublime et magnifique. Tâche singulièrement ardue et qui n'avait guère de succès. Mais les Boches sont têtus et bornés comme des ânes, si ce n'est point faire insulte à cet utile animal. Moins leurs efforts avaient de succès, plus ils en redoublaient, et ils n'épargnaient pas l'argent. Signe qu'ils en possédaient, s'était dit John Robbins. Et la suite de ce raisonnement avait été que cet argent serait beaucoup mieux dans ses coffres à lui, John Robbins, qui connaissait 100 façons et plus de le dépenser agréablement que dans les poches de ces Allemands lourds et obtus. De plus, en délestant les letons de leur pécune, le détective cambrioleur pensait qu'il arrêterait ainsi leur propagande, laquelle, bien qu'inutile, n'en était pas moins fastidieuse pour les Américains et qu'elle importunait. Double profit. Il se mit donc aussitôt en campagne. Les envoyés allemands aux États-Unis avaient installé 2 centres de propagande, l'un à New York et l'autre à San Francisco. Le baron Rudolf von Schweinburg, ancien sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, dirigeait celui de la grande métropole de l'Ouest. Installé dans un petit hôtel situé à peu de distance du Stock Exchange, au centre de San Francisco, Rudolf von Schweinburg, un maigre berlinois brun au crâne pointu, la peau jaune étendue sur les os saillants, l'œil noir et dur, le nez mince, une petite moustache coupée ras, soulignant la bouche insolente, réunissait chaque soir chez lui ses principaux agents qui venaient le renseigner sur le succès de leur propagande. Il y en avait toutes sortes, depuis le Schulblack du sous-sol de l'hôtel qui, tout en cirant les chaussures de ses clients, leur faisait l'éloge de la douce Allemagne et invoquait les diables de l'enfer contre la perfide Angleterre, jusqu'aux grands négociants allemands qui, dans toutes ces conversations, affirmaient que l'Angleterre seule avait voulu la guerre par jalousie, que la France était pourrie, la Russie impuissante. Et puis des journalistes à tout faire, des coiffeurs, des danseuses viennoises, et jusqu'à des clergymen. Chacun de ces estimables personnages venait faire son rapport au secrétaire du baron, un certain John Schutz, et, si l'affaire en valait la peine, était introduit auprès de Schweinburg. Cela durait de 9 à 11 heures du soir. Après quoi, John Schutz, ayant réglé à ses clients le prix de leur travail, rejoignait son patron dans son luxueux cabinet de travail et lui faisait son rapport. Schweinburg écoutait sans un mot, et lorsque son acolyte avait terminé, faisait biffer quelques passages, ajouter quelques phrases, et le rapport ainsi remanié était recopié et envoyé à l'ambassade allemande à Washington. À minuit, tout était fini. Schweinburg, après avoir donné ses ordres pour le lendemain, gagnait sa salle à manger, où avant de se mettre au lit, il s'empiffrait de choucroute, saucisses, harengs au vinaigre et autres délicatessen dont il était friand. Métier bien monotone, somme toute. Aussi, M. le baron von Schönfeldburg regrettait-il Berlin et les soirées de Tempelhof. C'est pourquoi, ce soir de novembre, alors que, comme chaque jour, il attendait dans son cabinet l'apparition de John Schultz, seul ou accompagné de quelques-uns de ses protégés,
Le baron fut agréablement surpris lorsqu'un valet lui annonça la visite de Karl von Caraque, son vieil ami, conseiller à l'ambassade allemande de Washington, et dont il n'attendait arriver que pour le jour suivant. Oh, faites entrer, ordonna le baron tout heureux. Et tandis que le domestique se précipitait pour obéir, Schweinburg, le premier moment de surprise passé, se demanda quel pouvait être le motif poussant son ami à venir chez lui à pareille heure. Sa perplexité devait être courte. La porte s'ouvrit et, passant devant le valet qui s'effaçait, von Caraque entra. Il était gros, rond et court. Son visage jaune, orné de lunettes rondes cerclées d'or, ses sourcils jaunes presque invisibles, son menton et ses lèvres rasées faisaient inévitablement songer à la lune. Quelle hâte, mon cher ami, commença Schweinburg. Quoique je sois bien aise de vous voir, je suis confus que vous soyez dérangé pour venir si vite. Vous avez le document. Oui, mais je le donnerai à ma prochaine visite. Je suis arrivé à 6 heures et je ne comptais vous voir que demain. Mais ayant, pour occuper ma soirée, assisté à la conférence de Bob Tierson, j'ai été tellement enthousiasmé que j'ai voulu aussitôt vous féliciter. Colossal, mon cher, colossal. Ce Timpson est vraiment un merveilleux conférencier. Pour dire vrai, nous sommes entre nous. C'est la première fois qu'un orateur de chez nous obtient autant de succès. J'étais allé au Coliseum par curiosité, eh bien, je vous avoue que ce diable m'a empoigné les... Et pas moi seulement. D'habitude, nos discours n'obtiennent que des sifflets ou un silence méprisant. Tandis que ce Timpson a été applaudi et rudement. Un véritable enthousiasme. Doblenz, qui était là, m'a dit qu'il allait écrire un article sur lui dans le San Francisco Schutzer Zeitung. Mes félicitations, mon cher, vous avez déniché un oiseau rare. Il vous en faudrait beaucoup comme cela, mais vous devez le payer cher, hein? Schweinburg, un peu effaré, avait laissé parler Caraque avec patience. Sa réponse fut inattendue. « Je ne connais pas ce Timpson, dit-il. Oh, vous ne connaissez pas Timpson? Oh, vous voulez rire? Mais non, je ne le connais pas. Ce doit être Schutz qui l'a embauché. Il ne m'a pas encore parlé. Oh, j'aime pas cela. Le baron von Schweinburg sonna. Un valet parut. Priez monsieur Schutz de venir de suite, dit-il. Schutz arriva peu après. Monsieur le baron m'a fait demander. J'allais venir, je terminais l'audience de... Mais qu'est-ce que c'est que ce Bob Tierson? L'interrompit le baron. Bob Tierson, je ne connais pas, monsieur le baron, mais... Schweinburg se tourna vers Caraque. C'est bien Tierson, hein? Questionna-t-il. Oui, Bob Tierson. Vous entendez, Schutz, Bob Tierson, qui a parlé ce soir au Coliseum. Vous aviez loué la salle, il me semble. Oui, monsieur le baron, mais pour après-demain. Enfin, vous ne connaissez pas cet homme, vous êtes sûr? Et Schweinburg fixait son sous-ordre d'un air méchant et dur. Non, je ne le connais pas, monsieur le baron, affirma Schutz. Mais je peux le faire rechercher. Oui, c'est cela, il faut me l'amener le plus tôt possible. Bob Tierson, qui a parlé ce soir avec grand succès sur la cause allemande, dit von Caraque. Au Coliseum, acheva Schweinburg. Mais tous Francisco le sait, il n'y a que vous. Oh, j'étais au rapport, monsieur le baron. Le baron, Rudolf von Schweinburg, cette nuit-là, rêva du fascinant Bob Tierson. Et il y avait de quoi. Depuis plusieurs mois que le diplomate allemand payait des orateurs pour encenser le Vaterland, et qu'il les payait cher, et d'avance même, aucun d'entre eux n'avait eu le moindre succès.
Les seules marques par lesquelles le public avait jusqu'ici témoigné ses sentiments avaient consisté en tomates, pommes et autres projectiles légumineux et fruitiers lancés à la tête des conférenciers. Et voilà qu'un Allemand, son nom le prouvait amplement, venait de réussir enfin à convaincre son auditoire de la juste cause germanique. Et il n'avait pas demandé d'argent. C'était colossal. Sitôt éveillé, le baron se fit apporter les journaux. Bien que ne présentant pas le succès de Bob Tiernan de la même façon, tous étaient d'accord pour déclarer que l'orateur allemand avait remporté un indéniable triomphe. M. Bob Tiernan a été surtout applaudi à cause de son tact, disait le San Francisco Sun. Il a su, sinon excuser sa patrie, du moins nous plaider sa cause avec un indéniable talent. Les Allemands d'Amérique possèdent enfin un orateur qui sait se faire écouter, et malgré le peu de valeur de sa cause, captiver et retenir l'attention bienveillante du public. Nous ne pouvons que féliciter M. Tiernan de son réel succès. Si quelqu'un pouvait être convaincu de la justesse de la cause allemande, M. Tiernan, nous en sommes sûrs, le convaincrait. Mais c'est une tâche impossible. Schweinburg froissa le journal et haussa les épaules, mécontent. Pour se rasséréner, il déplia l'organe de la colonie allemande de San Francisco, le San Francisco Staatszeitung, et en un article débordant d'enthousiasme, le directeur Hans Doblenz y célébrait les mérites de l'éloquent Bob Tiernan. Notre cause, si juste, concluait le Boche, fait chaque jour de nouveaux progrès. Peu à peu, le peuple américain apprécie l'Allemagne et comprend qu'elle combat pour la liberté et la justice. L'admirable et pathétique discours que M. Bob Tiernan a prononcé hier soir au Coliseum va dessiller les yeux aux plus aveugles. Deutschland über alles. Le noble baron, épanoui par cette lecture, hocha la tête. Il faut absolument que j'engage ce précieux Thompson, pensa-t-il. Il peut nous rendre d'appréciables services. Oh, je dirais à Washington que c'est moi qui l'ai découvert, et je pense bien que l'empereur m'en saura gré. Il est vrai que ce gros jaloux de Carac peut révéler que je ne le connaissais pas, mais m'arrangerai pour le faire taire. Schweinburg, réjoui par ces agréables perspectives, se fit apporter son chocolat, et dès qu'il l'eut bu, ordonna d'appeler Schutz, dont il voulait stimuler le zèle. Herr Schutz est sorti, déclara peu après le valet chargé de cette commission. Le baron, qui voulait répéter à son secrétaire de faire diligence pour lui amener au plus vite le précieux Thompson, pensa que Schutz était déjà parti à sa recherche, s'habilla. Vers 10 heures du matin, il était dans son cabinet, occupé à compulser des paperasses, lorsque le jeune Schutz arriva. « Monsieur le baron, je vous annonce votre homme, il va être là dans quelques minutes. Oh, j'ai eu de la peine à le découvrir. Il habite une petite villa du côté de Santa Clara, au diable de tout. J'ai pu, après bien des difficultés, avoir son adresse auprès du directeur du Coliseum, qui était lui-même sorti, et après qui j'ai dû courir. Enfin, je me suis rendu chez M. Tiernan que j'ai vu. Il était encore couché et ne voulait pas me recevoir. Il a consenti que lorsque je lui ai fait dire que je venais de votre part, monsieur le baron, il m'a promis d'être ici à 11 heures. Schweinburg avait écouté ce petit récit avec l'attention que l'on devine. « Et quelle espèce d'homme est-ce » demanda-t-il. « Il était couché, monsieur le baron, j'ai pas bien pu le détailler. C'est un homme de 40 ans, je crois. Il paraît bon allemand, car son salon est orné du buste de notre glorieux empereur et de l'illustre prince de Bismarck. J'ai pu faire parler le valet qui m'a accompagné. Ce monsieur Thompson est un médecin, paraît-il, mais n'exerce pas. Il a fait fortune au Mexique et s'était retiré en Angleterre, d'où la guerre l'a fait venir ici.
Il y est depuis quelques semaines et donne même l'hospitalité à des Allemands du Mexique, ses amis, avec lesquels il passe tout son temps. D'après ce que j'ai vu, il doit être très riche. Tels sont, monsieur le baron, les renseignements que j'ai pu vous recueillir. Vous avez très bien agi, Schutz. Maintenant, laissez-moi, et dès que viendra ce monsieur, je n'y suis pour personne. Pas pour monsieur von Haag, non, non, pour personne. Le secrétaire s'inclina et sortit. 11 heures sonnaient à la colossale horloge de bronze ornant la cheminée du baron von Schweinburg, lorsqu'un valet vint annoncer M. Robert Tierson. Schweinburg ordonna d'introduire. Il entra. Schweinburg, assis derrière son bureau d'ébène, examina. L'homme était grand, mince, un ample Macfarlane de drap verdâtre l'enveloppait. Une immense barbe blonde fleurissait à son menton et ses cheveux de même couleur étaient partagés en 2 parties égales par une impeccable raie. Le baron fronça imperceptiblement les sourcils en pensant que ce Tierson aurait pu se mettre au moins en redingote pour lui rendre visite. Cependant, il réfréna son mécontentement et déclara soyez le bienvenu, monsieur Tierson, je vous attendais. Trop aimable, monsieur le baron, c'est moi qui suis flatté de me trouver ici. Je vous présente mes hommages. Cela fut dit avec politesse, mais sans désinvolture. Évidemment, la majesté du baron Rudolf von Schweinburg n'en imposait pas du tout aux nouveaux venus. J'ai lu dans les journaux de ce matin combien grand avait été le succès de votre conférence d'hier au Coliseum, commença Schweinburg après avoir prié son visiteur de s'asseoir. C'est pourquoi j'ai tenu à vous connaître et à vous féliciter. Tous mes compliments. Il serait à souhaiter que notre patrie possédât beaucoup d'hommes comme vous. Vous êtes bien bon, monsieur le baron. Ce que j'ai fait là, c'est la moindre des choses. En voyant notre cher pays aussi indignement vilipendé, j'ai voulu le défendre. C'est le devoir de tout bon Allemand. Paroles fortes et vraies, et qui font plaisir à entendre, mon cher monsieur Timson. Soyez certain qu'elles seront rapportées à sa majesté. Mon cœur allemand est rempli de joie, et je ne doute pas que vous acceptiez ce que je vais vous proposer, et qui est de recommencer votre conférence. Oh, je le ferai avec joie, monsieur le baron, puisque le public peut bien m'écouter. Oh, soyez sûr que vous en serez récompensé. Celui qui travaille pour sa patrie n'a pas besoin de récompense, monsieur le baron. Je suis à vos ordres. Très bien, dit Schweinburg, qui exultait. Eh bien, je vais dès aujourd'hui organiser toute une série de conférences dans l'Ouest. Je ferai louer cela enfin un peu partout, et je crois pouvoir vous promettre l'Aigle Rouge, si comme j'en suis sûr, vos conférences ont le succès qu'elles méritent. Oh, vous êtes trop bon, monsieur le baron. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'accepte. Deutschland über alles. Et votre bienveillance m'incite même à vous soumettre un projet auquel j'ai pensé hier soir en voyant l'accueil chaleureux fait à ma conférence, et que vos paroles viennent de fortifier. J'ai chez moi en ce moment 6 bons amis habitant ordinairement le Mexique, et que j'ai invités à passer quelques jours en ma compagnie en les sachant à Frisco. Et c'est en causant avec eux que j'ai eu l'idée de ma conférence d'hier soir, et je peux bien dire que j'en avais arrêté les termes en leur compagnie. Ce sont de bons Allemands, intelligents et riches, qui ne demandent qu'à déployer et à s'employer pour le Vaterland. Ils pourraient eux aussi donner des conférences, et je suis sûr qu'ils en seraient heureux. Et ils ne demanderaient rien. Qu'en pensez-vous, monsieur le baron? Monsieur le baron, mais du moment que cela ne coûtait rien, il ne demandait pas mieux. Oh, je vais penser à votre proposition, dit-il. Elle est très intéressante, mais il faudrait avant tout que je voie vos amis. Oh, je vous les amènerai quand vous le désirerez, monsieur le baron, déclara Bob Tierson. Le plus tôt sera le mieux. Voulez-vous demain, monsieur le baron? C'est cela, demain matin. En attendant, je vais déjà faire étudier les tournées qui pourraient être entreprises.
Je suis à votre disposition, monsieur le baron, répéta Bob Tianson. Et, comprenant que l'audience était terminée, il se leva, salua dignement Schweinburg, qui daigna se dresser et sortit. Le baron, une fois seul, donna cours à sa joie. Ah, cette fois la chance se servait. Si après cela on ne lui donnait pas l'ambassade qu'il convoitait, c'était réellement qu'il n'y avait plus de justice à Berlin. Lorsque, dans l'après-midi, Karl von Kachak arriva chez Sir Weinburg, il trouva le baron tout heureux. « Ah, vous avez vu ce Timson, Schweinburg » s'écria-t-il. « Oui, dit le baron négligemment. Je le connaissais du reste, mais je l'avais perdu de vue. C'est un garçon qui a du talent, en effet. Je lui ai suggéré d'organiser avec certains de ses amis des tournées de conférences dont nous arrêterons ensemble les plans. L'idée n'est pas mauvaise, avoua Kachak un peu dédaigneusement. On verra si elle donne des résultats. Vous avez raison d'essayer. En attendant, voici la liste que son Excellence l'ambassadeur m'a chargé de vous apporter. Elle comprend les noms de tous les banquiers et négociants allemands de l'État de Californie qui ont quelque chose à se reprocher. Ils sont nombreux, autant dire tous. Les uns ont commis des abus de confiance, c'est surtout en cela que nos compatriotes excellent. Il y a aussi eu beaucoup de faussaires, d'autres ont tripoté dans les élections. Enfin, tous leurs délits sont mentionnés avec la date, rien ne manque. Vous n'aurez donc qu'à les faire venir ici les uns après les autres pour les inviter à souscrire plus largement à notre caisse de propagande. Et ceux qui se montreront récalcitrants, vous leur rappellerez leurs exploits. Bon, cela suffira à les rendre généreux. Cette liste a été établie avec le plus grand soin et a coûté beaucoup de temps et de peine. Elle produira grand effet. Son Excellence m'a chargé de vous ordonner d'envoyer à Washington la moitié des sommes recueillies. Ah, la moitié, c'est dur. L'ambassadeur n'a qu'à faire une liste pareille des banquiers allemands de Washington. Ils sont pas plus honnêtes qu'ici. C'est vrai, mais ils sont moins riches et surtout moins nombreux. Au reste, réclamez, et vous l'entendrez, mon cher Schweinburg. Moi, je m'en lave les mains. Je vous ferai seulement une observation. Mettez la liste à l'abri, et éveillez-y bien. Je crois que quelques-uns de ceux qui sont mentionnés se doutent de quelque chose. Dans le train, j'ai cru observer qu'on me guettait, et malgré mes précautions, on m'a enlevé mon portefeuille, et mes malles ont été ouvertes et fouillées. Mais j'avais caché la lettre dans la semelle de mon soulier, et j'ai pu alors la soustraire à toutes les recherches. La voilà, et débrouillez-vous avec. Et Kachak, un sourire béat éclairant sa figure de lune, tendit à son interlocuteur une petite enveloppe de parchemin scellée d'un large cachet rouge. « Vous ne l'avez pas ouverte, au moins, » murmura le baron. « Oh, mon cher, vous n'avez qu'à vérifier le cachet. »« Mais en effet, il est exact, excusez-moi. »« Oh, mais je l'aurais dit autant à votre place, » avoua Kachak. Schweinburg marcha jusqu'à un énorme coffre-fort adossé à la muraille, l'ouvrit et y plaça le précieux document. « Voilà le papier à l'abri, dit-il en refermant la lourde porte d'acier. Bien malin celui qui ira le chercher. Il brouilla la combinaison et mit la clé dans sa poche. « Voulez-vous une décharge » demanda-t-il. « Ah oui, vous me ferez plaisir, baron. Écrivez simplement reçu du conseiller von Kachak la liste d'utilités provenant de l'ambassade. Ce sera bien ainsi. Comme vous voudrez. » Schweinburg alla s'asseoir à son bureau et libella le papier demandé, que Kachak, après l'avoir lu, inséra soigneusement dans son portefeuille. « Je m'en vais, conclut-il. Je veux profiter de mon séjour ici pour m'occuper de quelques affaires. Sortez-vous ce soir, Schweinburg ?
Oh, je suis retenu ici jusqu'à minuit pour écouter le rapport de Schutz, mais venez me prendre à 7 heures. Nous irons dans quelques cabarets où l'on ne s'ennuie pas. Oh, toujours farceur, Schweinburg. Entendu. Je serai ici à minuit. Von Karak sortit sur ces mots. Schweinburg, à peine la porte fermée sur lui, alla ouvrir le coffre fort et en sortit l'enveloppe que lui avait remis le conseiller d'ambassade. Un sourire aux lèvres, il fit sauter le cachet de cire et avidement parcourut la liste inscrite sur le papier se trouvant dans l'enveloppe. Il y avait là une cinquantaine de noms, tout ce que San Francisco, la Californie, comptait. À peu d'exceptions près, d'Allemands, commerçants ou banquiers. En face de chaque nom, une date et un délit. Merveilleux, murmura Schweinburg. Avec cela, mes chers compatriotes donneront tout ce que je leur demanderai, et il me restera bien quelque chose dans les mains. Mon frère m'écrit justement que plusieurs villas sont à vente sur les bords du lac de Caume. Cette affaire me permettra d'en acquérir une. Et si, comme je l'espère, grâce à ce Tierson et à ses amis, notre propagande réussit, je serai sûrement nommé ambassadeur à la fin de la guerre et décoré de la croix pour le mérite. Dans quelques années, je me retirerai dans ma villa de Caume, riche et honoré. Ainsi, le baron Rudolf von Schweinburg faisait-il des projets. Pendant toute la journée, il ne pensa qu'à cette affaire. Il occupa toute l'après-midi et toute la soirée à noter, à l'aide de fiches, la fortune des Allemands qu'il comptait rançonner, 50 000 dollars l'un, 100 000 l'autre, 20 000, 30 000, 150 000, que de dollars. Dans la pensée du baron de Quart, au moins de cet argent resterait dans sa poche. Après tout, se disait-il, l'Allemagne n'y perdra rien. Je vais d'abord taxer mes compatriotes d'une somme fixe, dont une moitié ira à Washington et l'autre sera entièrement versée dans la caisse de propagande de Frisco. Mais cette somme, une fois fixée, je l'augmenterai d'un quart, que je garderai. Ainsi personne ne sera lésé. Je pourrais même augmenter l'imposition d'un tiers, quand j'y pense. Et notre Boche, tout heureux de son ingéniosité digne d'un bandit de grand chemin ou d'un général de Guillaume II, se frottait les mains. À 11 heures, comme chaque soir, John Schutz vint faire son rapport. Rien de nouveau. Quelques espions allemands, malmenés par la foule, exigeaient une augmentation pour continuer leur joli métier. « Je verrai cela, déclara Schweinburg, qui, après s'être fait lire le résumé de la journée, congédia son secrétaire et gagna son cabinet de toilette. Aidé de son valet de chambre, il passa son habit, lissa et pommada les cheveux qui lui restaient, brossa ses minces moustaches et s'enfuit dans son cabinet attendre son ami von Karak. La pendule sonna minuit. Le conseiller d'ambassade n'était pas encore arrivé. Minuit et quart. Schweinburg, qui n'aimait pas attendre, commença de s'impatienter. Il décrocha le récepteur de l'appareil téléphonique posé sur son bureau et demanda la communication avec l'hôtel Pacifique où était descendu von Karak. « Oh, monsieur von Karak vient de sortir il y a quelques minutes, lui fut-il répondu. Cette annonce le calma un peu, mais la demie de minuit sonna sans que le conseiller d'ambassade arrivât. À 1 heure moins le quart, Schweinburg, furieux de son attente vaine et de sa soirée perdue, se coucha en maudissant l'égoïste von Karak, lequel certainement avait voulu faire la noce tout seul. Karl von Karak arriva le lendemain matin chez son ami Schweinburg. En le voyant, le baron, qui l'avait fait introduire dans sa chambre à coucher, car il était à peine 8 heures du matin, lui lança ces mots amers. « Alors, ça s'est bien passé.
Vous en avez une tête, mon ami. Vous avez dû vous livrer à des orgies de boissons. Cela se voit. Von Karak ne répondit que par un soupir et se laissa tomber dans un fauteuil. Videz, alors, ricana Schweinburg. Voulez-vous de la limonade? C'est excellent pour le mal aux cheveux. De fait, Karl von Karak ne payait pas de mine. Sa face ronde avait la couleur d'un coin mûr. Les yeux cernis étaient striés de rouge et sa lèvre inférieure pendait. Les dernières paroles de son ami le firent sortir de son apathie. « Oh, j'ai pas mal aux cheveux, Schweinburg, dit-il amèrement. Oh, vous m'en voulez parce que je ne suis pas venu hier soir. C'est pas ma faute. Sachez que j'ai été indignement attaqué par des malandrins au coin de la 22e rue. Ils m'ont roué de coups, jeté dans une cave d'une maison en construction où ils m'ont dépouillé de mes habits et bâillonné. Je suis resté là en chemise, enroulé dans une couverture jusqu'à 6 heures ce matin, heure à laquelle sont arrivés des ouvriers qui m'ont délivré. C'était certainement à cause de cette liste du diable que j'ai été attaqué et dépouillé. Enfin, le principal, c'est que ces chenapans ne soient pas arrivés à leur fin. Et alors, pour en terminer, j'ai fait appeler mon policeman, je lui ai fait ma déposition, et je me suis fait ramener en voiture à l'hôtel Pacifique, où j'ai trouvé ma chambre vide. Pendant la nuit, quelqu'un avait déménagé toutes mes affaires, toutes. J'ai réclamé, crié, la police est venue et a interrogé tout le monde, mais personne ne sait rien. Alors j'ai prié le patron du Pacifique de m'avancer 100 dollars avec lesquels j'ai fait acheter les vêtements que j'ai sur moi. Et me voici. Vous allez me prêter 500 dollars, je vous les rembourserai à mon retour à Washington. Moi, doutais bien que cette lutte me causerait des déboires. Et Karl von Kahr poussa un soupir semblable à un mugissement. Le baron de Schweinburg avait écouté sans sourciller le récit des mésaventures advenues à son ami von Karak. Au fond de lui-même, il en était plutôt réjoui. Cependant, il prit une mine de circonstance pour répondre. Il est certain que les malandrins en voulaient surtout aux documents dont ils vous savaient porteur. Mais ils ont agi trop tard. La liste est à l'abri dans mon coffre et j'ai défi de venir l'y prendre. Le conseiller d'ambassade se leva. Oh, prêtez-moi les 500 dollars que je vous demande, que je m'en aille. J'ai affaire en ville. Je m'habille et je suis à vous. Quelques instants plus tard, les deux hommes pénétraient dans le cabinet de travail de Schweinburg. Ce dernier ouvrit son coffre-fort. La liste des négociants allemands de Californie était toujours à la place où il l'avait mise. Il la montra triomphalement à von Karak. « Vous voyez, mon cher ami, dit-il, vos craintes sont vaines. »« Tant mieux, fit sèchement le conseiller d'ambassade. Schweinburg tira d'un portefeuille 5 billets de 5 dollars et les tendit à son ami. « Vous en avez assez? »« Oh oui, merci. »« Oh, c'est la moindre des choses. Je voudrais seulement vous demander de me signer une petite reconnaissance. » Karak s'assit devant le bureau de Schweinburg et, rageusement, libella un écrit par lequel il reconnaissait avoir reçu du baron la somme de 500 dollars à titre d'avance. « Voilà qui est fait, dit-il en tendant le papier à Schweinburg. Celui-ci, sans broncher, examina la signature, plia soigneusement le papier et le plaça dans le portefeuille d'où il avait tiré les billets de banque. « Au revoir, Schweinburg, dit Karak en se dirigeant vers la porte. « Au revoir, mon cher, et tout à votre disposition, vous savez, et ne sortez plus le soir. Vous non plus, ce n'est plus moi qui ai la liste après tout. » Et sur ces paroles aigres douces, von Karak
sortit en claquant la porte. Schweinburg, tranquillement, alla s'installer devant son bureau et se fit apporter les journaux. Il lisait depuis quelques minutes lorsque son secrétaire Schulz entra. « Qu'y a-t-il » demanda Schweinburg. « M. Bob Tierson est là avec ses amis, monsieur le baron. »« Ah oui, eh bien, faites entrer, » fit Schweinburg, à qui la visite de Von Kraak avait fait oublier le rendez-vous donné. « De suite, monsieur le baron. » John Schulz s'éclipsa et revint quelques minutes après, précédant M. Bob Tierson et ses 6 amis. « Je n'y suis pour personne, » déclara M. Schweinburg. « Qu'on ne nous dérange sous aucun prétexte. »« Il en sera ainsi fait, monsieur le baron, » déclara Schulz en se retirant. Les 6 amis de M. Tierson étaient certes de rudes gaillards. Vêtus élégamment, mais sans recherche, ils montraient tous une physionomie sympathique, détail qui plut à Schweinburg comme devant favoriser le succès des conférences qu'il devait donner. « Monsieur le baron, je vous présente mes hommages, » déclarait Tierson. « Permettez-moi de vous présenter mes amis, messieurs Cat, Dog, Fox, Bull, Horse, Wolf, c'est-à-dire messieurs chat, renard, taureau, chien, cheval et loup. » À mesure qu'ils étaient désignés, les 6 hommes s'avançaient, s'inclinaient devant Schweinburg et se disséminaient dans la pièce. M. Katz se plaçait près de la porte, M. Dog et Fox chacun devant une des fenêtres, M. Bull et Horse, les 2 plus vigoureux, de chaque côté de Schweinburg. M. Wolf, lui, saisissait l'appareil téléphonique posé sur le bureau du baron et s'amusait à le tripoter. Schweinburg, qui trouvait ses hôtes un peu, et même beaucoup, sans façon, murmura « Mais ce sont des noms d'animaux, cela, monsieur Tierson. » Et en effet, mes amis ont pris un pseudonyme à mon exemple, car mon nom n'est pas Tierson. Voyons, entre nous, baron, ai-je une tête à porter un nom aussi grotesque? Ai-je pour tout dire une tête d'Allemand? Oh, grogna Schweinburg, qui commençait à comprendre qu'il était tombé dans un traquenard. Il se leva, mais aussitôt les lourdes poignes de messieurs Bull et Horse, se posant sur ses épaules, le forcèrent à se rasseoir. « Mais c'est un guet-apens » clipit-il. Sa bouche s'ouvrit pour appeler. La large main de M. Wolf s'appliqua sur elle. « Bâillonnez-le » ordonna Tierson tranquillement. M. Cat aussitôt s'approche, sort de sa poche une élégante sangle de cuir et le fixe sur la bouche du baron. « Très bien » déclara Bob Tierson, tandis que M. Cat allait reprendre sa place devant la porte. « Maintenant, on va pouvoir causer. Et ne bougez pas, cher baron, car je vous fais ligoter. » Donc, non, je ne m'appelle pas Tierson et je ne suis pas allemand. Je suis américain, mon nom est John Robbins, anagramme de Bob Tierson, moins le J, que je n'ai pas pu caser. Détective cambrioleur de mon métier et connu avantageusement à Frisco. Figurez-vous, cher baron, que j'ai appris il y a quelques jours que l'on préparait à l'ambassade de votre pays à Washington une liste des principaux banquiers et négociants germains de la Californie ayant des méfaits sur la conscience pour les faire chanter en faveur de l'Allemagne. L'idée était bonne, ça ce ne sont généralement pas les honnêtes gens qui s'enrichissent. Moi,
Dès que j'eus connaissance de cet admirable projet, je résolus d'en tirer profit et de me substituer à vous, mon cher baron. Je cherchais donc à m'approprier la fameuse liste. Mais il faut croire que votre ami von Kaak l'avait bien cachée, car je ne pus la trouver. Vous êtes astucieux, vous autres Allemands, mais pas assez. J'avais prévu ce petit retard et, sachant que je m'acceptais pas la liste, je finisserais toujours par la retrouver ici. Et j'avais pris mes mesures pour gagner vos bonnes grâces et avoir mes entrées libres chez vous. Et c'est pour cela que j'ai fait ma conférence au Consilium. Et c'est sur mes ordres que ces messieurs, cette nuit, ont légèrement malmené votre estimable ami von Kaak et enlevé ses bagages. Ils n'ont pas trouvé la liste, je m'en doutais. Mais je voulais en être sûr afin de ne pas tenter une démarche vaine. C'est toujours désagréable, n'est-ce pas? Donc, puisque von Karnak n'avait pas la liste et qu'il vous l'a déjà remise et qu'elle est ici, dans ce coffre sans doute, je vais m'en assurer de suite. Et John Robbins, s'approchant du coffre dont la clé était restée sur la serrure, n'eut qu'un geste à faire pour en ouvrir la porte. Du premier coup d'œil, il eut découvert la liste qui était bien en évidence et l'a mis dans sa poche. Méthodiquement, sans hâte, il explora le coffre. Il découvrit quelques liasses de billets de banque, les fonds secrets de Schweinburg, soit environ 20 000 $, sur lesquels aussitôt il fit main basse, et plusieurs carnets de chèques au nom de Schweinburg aux différentes banques de San Francisco. Il les prit et se rapprocha du baron, toujours assis. La face de l'Allemand n'avait plus rien d'humain. Ses yeux, arrondis par la fureur, lançaient des éclairs. Son front jaune s'était plissé. Sa bouche, tordue par un rictus de rage impuissante, tremblait légèrement. « Un peu de patience, mon cher baron, » lui conseilla John Robbins tranquillement. « Le plus fort est fait. Vous allez me remplir 6 chèques de chacun 10 000 $ au porteur pour ces braves garçons. L'un d'eux ira les toucher avec votre secrétaire, John Schuss, que je vais appeler. Et pendant qu'ils iront, vous écrirez quelques lettres aux négociants et banquiers que je vais vous désigner, les priant de vous envoyer de quoi alimenter votre caisse de propagande. Si vous refusez, eh bien, je me verrai dans l'obligation de photographier votre liste qui porte le cachet de l'ambassade allemande de Washington et d'en envoyer une épreuve à tous les journaux des États-Unis en leur indiquant comment messieurs von Schweinburg et consorts remplissent leurs caisses. Défais-lui son bâillon, Cat. L'ordre fut aussitôt exécuté. Rudolf von Schweinburg n'avait plus envie de crier. Toute sa morgue avait disparu. « Vous me rendrez la liste si je vous obéis » demanda-t-il à John Robbins. « Oh non, mais je vous donnerai ma parole de ne la communiquer ni d'en parler à personne, à condition toutefois que vous me versiez 20 000 $ par mois pendant toute la durée de la guerre. On viendra les chercher. Pour vous les procurer, vous n'aurez qu'à vous adresser au gentleman porté sur votre liste, dont l'ambassade de Washington vous donnera certainement la copie. C'est mon dernier mot, répondez, oui ou non. » Schweinburg grinça des dents. Il eut une brève hésitation, mais ce fut tout. Il sentait bien qu'il était à la merci de John Robbins. « Oui, dit-il, alors écrivez. » Sans plus parler, le baron libella 6 chèques de 10 000 $.
Maintenant, sonnez votre secrétaire de Schutz et redonnez-lui d'aller les toucher avec un de mes hommes, ordonna le détective cambrioleur. Schweinburg obéit sans tenter la moindre résistance. Dès que Schultz fut parti avec M. Fox, qui était en réalité Reynaud, le fidèle lieutenant de John Robbins, le baron écrivit, sous la dictée du détective cambrioleur, 12 lettres adressées chacune à un gros négociant ou banquier allemand de Frisco, le priant de lui envoyer au plus tôt une somme variant entre 10 000 et 50 000 $, le menaçant en cas de refus de révéler certains délits commis par lui. Très bien, déclara John Robbins, dès qu'il en eut terminé. Je les mettrai moi-même à la poste. Vous les ferez encaisser par votre secrétaire et dans 4 jours, j'enverrai chercher le montant. Cela fait en tout 350 000 $. Il n'en manque pas un, n'est-ce pas? Oui, dit sèchement Schweinburg. On frappait à la porte, c'était Schultz et Kat. Voilà, monsieur le baron, déclara Schultz, pesant sur le bureau une énorme liasse de billets de banque. Cela fait 60 000 $. C'est bon, allez-vous-en, fit le baron d'une voix rauque. Schultz disparut. Ah, tout va bien, déclara John Robbins en empochant le paquet de billets et les 12 titres dont Schweinburg avait entre-temps libellé les enveloppes. Il ne nous reste qu'à vous remercier de votre aimable accueil, monsieur le baron. Et n'oubliez pas les 350 000 $. Vous vouliez me faire une tournée, mais comme disent les Français en fait de tournée, c'est vous qui en payez une. Je suis bien votre serviteur. Allez, venez, messieurs. Derrière John Robbins, les 6 hommes sortirent, laissant le baron von Schweinburg dans un état tenant le milieu entre le grattisme et la folie furieuse. 3 jours plus tard, M. Fox se présentait chez Schweinburg et encaissait ponctuellement les 350 000 $ extorqués au commerçant Bosch de Frisco. Il ne manquait pas un cent. La liste était bonne. Et le lendemain, le Morning Herald publiait la note suivante. M. John Robbins avertit ses honorables concitoyens qu'il est l'auteur de la conférence qui a eu lieu la semaine dernière au Coliseum en faveur de l'Allemagne. M. John Robbins a voulu montrer qu'avec un peu de talent, on peut rendre intéressante le plus ignoble des causes. Puisqu'il se trouve des avocats pour défendre les faussaires, les incendiaires, les assassins et même les parricides, M. John Robbins s'est amusé à défendre les Allemands. Et bien entendu, il déclare ne pas penser un mot de ce qu'il dit. Tout le monde le comprendra. C'est M. Karl von Harrach qui a bien ri en lisant ces lignes. Quoi qu'il en soit, chaque mois, un envoyé de John Robbins se présente chez le baron Rudolf von Schweinburg et ponctuellement touche 20 000 $. Karl Schweinburg a reçu une nouvelle liste de Washington et il en use. Malgré l'impôt prélevé par John Robbins, il fait des économies.